Aujourd'hui, on va parler du cœur. Parce que sans le cœur, on se rend compte que tous les autres organes ne sont pas viables. Aujourd'hui, au devant du tableau, en deuxième position, les maladies cardiovasculaires. L'hérédité est un facteur de risque cardiovasculaire indépendant et puissant quand même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir dessus. Donc, ce qui est recommandé dans l'activité physique régulière, c'est soit 5 fois dans la semaine, faire 30 minutes. Bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de Zénith. Aujourd'hui, on va parler du cœur, de cet organe qui nous permet de vivre, mais dont on ne prend pas forcément conscience. On va parler aujourd'hui de ce que c'est que le cœur. Est-ce que c'est juste une pompe ou est-ce que c'est bien plus que ça? Est-ce qu'il peut penser? Est-ce qu'il peut garder une mémoire? Et surtout, comment nos émotions, notre stress et notre qualité de vie peuvent influencer du coup son fonctionnement. Avec notre invité aujourd'hui, le docteur Ghazal, on va pouvoir exposer ensemble les différents secrets de cet organe vital, son rôle, également ses forces, ses fragilités et comment on va pouvoir en prendre soin. Le but, c'est vraiment d'avoir une approche qui nous permettront d'avoir des réponses qui vont être suffisamment claires, des conseils qui vont être pratiques, mais aussi de vous sensibiliser sur la réalité parfois qui est méconnue. Donc, bienvenue à toi, Doc. Merci Ayman, merci pour l'invitation. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu du coup à nous parler un petit peu de ton parcours et pourquoi tu as choisi du coup la cardiologie? Merci Ayman, merci pour l'invitation. Donc je suis cardiologue, je suis le docteur Mohamed Ghazal. Pour te dire, la médecine c'était surtout une vocation. Donc mes parents sont dans le domaine de la santé et déjà dès tout petit, pour moi, c'est venu naturellement en voyant le service qu'on pouvait rendre aux gens et surtout, à la population. Et voilà, aujourd'hui qu'on est là pour des sujets comme ça qui touchent surtout le domaine de la santé publique. Vraiment, là, on voit tout l'intérêt, parfois de se diriger dans cette voie. Donc, j'ai eu la chance de faire mon cursus ici à Dakar, qui est une bonne école de la médecine, à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, après mon bac. Et puis, j'ai pu intégrer avec, vraiment en étant très reconnaissant envers mes maîtres en cardiologie, la spécialité de la cardiologie, et qui était une formation qui était vraiment très bien. Et très tôt, j'ai pu, durant ma formation, m'intéresser à la cardiologie interventionnelle et à la fin de ma formation, j'ai eu la chance, c'était pas évident, de faire un petit parcours en France pour, un petit perfectionnement qui a duré environ 3 ans et par la suite, j'ai préféré revenir au Sénégal parce que c'est là où je me sentais le plus utile et je ne le regrette pas. Ben, c'est super. Merci. Aujourd'hui, on va parler un petit peu du coup du cœur. Comprendre son rôle, les maladies pouvant l'affecter, quelles mesures prendre pour éviter tout ça. On dit que le cœur, c'est juste une pompe. Mais est-ce que c'est vraiment le cas ou est-ce que c'est bien plus que ça? Écoute, le cœur est un organe, qui est complexe, qui est très impressionnant dans son fonctionnement et son rôle principal est un rôle de pompe. C'est son rôle principal et il est composé, comme on peut le voir ici, il est composé de 4 cavités. Donc, déjà, on a un côté gauche avec le ventricule droit et l'oreille droite et le ventricule gauche et l'oreille gauche. Donc là, une fois qu'il est décortiqué de cette manière, vous pouvez voir sur ce côté, le côté droit avec le ventricule droit qui a une forme ici périforme, l'oreille droite qui se trouve ici, donc séparé des cavités gauches par ce qu'on appelle un septum, avec là le ventricule gauche qui est un peu plus musclé, un peu plus grand que le ventricule droit. Et vous pouvez remarquer que la paroi du ventricule gauche est légèrement plus épaisse, un peu plus musclée que la paroi du ventricule droit, que vous avez ici l'oreille gauche. Donc la circulation du sang se fait un peu de la droite vers la gauche, c'est-à-dire le sang du corps entier est récupéré ici dans l'oreillette droite et puis évacué dans le ventricule droit, qui va l'évacuer à son tour via cette artère en bleu qu'on appelle l'artère pulmonaire dans les poumons. Donc, ça sera dans les poumons que se fera l'échange gazeux, où le sang va récupérer l'oxygène de l'air et évacuer les déchets, et notamment le monoxyde de carbone. Et donc, le sang oxygéné revient au niveau du cœur gauche. Donc, vous avez ici l'oreille gauche, puis le ventricule gauche.
Le ventricule gauche éjectera à son tour le sang dans la circulation générale via cette artère que vous voyez là en rouge qu'on appelle l'aorte. Donc, c'est de là que les muscles et les différents organes seront régulièrement oxygénés et nourris. Voilà. Donc, c'est un point très important à comprendre parce que sans le cœur, on se rend compte que tous les autres organes ne sont pas viables. Donc, le cœur a un rôle important. Sans lui, on voit tout de suite que la vie peut être mise en danger. Alors, est-ce que le cœur, il pense? Est-ce qu'il y a une mémoire? Alors, le cœur est un organe qui est, comme je l'ai dit, complexe, hein. Il a son propre réseau nerveux, hein. Donc, on peut le reprendre ici, comme ça. Et puis, il a un réseau intrinsèque, en fait, qui lui permet de se contracter régulièrement avec une phase de systole et de diastole. Donc, vous avez au niveau de l'oreillette droite ce qu'on appelle à ce niveau le nœud sinusal, qui va décharger une petite onde électrique qui va permettre aux deux oreillettes de se contracter de manière simultanée afin de remplir les deux ventricules. Par la suite, cette onde va être transmise au niveau des ventricules par le nœud auriculo-ventriculaire qui va envoyer une branche vers le ventricule droit et une autre branche vers le ventricule gauche. Donc, la branche qui va vers le ventricule gauche se divise en branches antérieures et postérieures. Donc, tout ça pour qu'on ait une contraction à la suite des contractions des oreillettes, qu'on ait après une contraction des ventricules qui est synchrone pour pouvoir envoyer le sang dans la circulation générale. Donc, ce système nerveux intrinsèque qui permet des battements du cœur de manière synchronisée, mais aussi selon un rythme qui lui est propre au cœur qu'on appelle l'automatisme cardiaque. Donc, ce réseau de nerfs va faire en sorte qu'on aura un bon fonctionnement harmonieux et synchrone du cœur. Et maintenant, ce réseau va être soumis à différentes influences. Vous avez le système nerveux autonome avec les nerfs sympathiques et parasympathiques qui sont connectés au cerveau et aussi un réseau endocrinien comme par exemple les catécholamines qui sont libérées par le surrénal, si vous voulez l'adrénaline. Donc, si vous avez une réaction de stress ou de fuite, l'adrénaline va être déchargée et donc une fois arrivé au niveau du muscle cardiaque, va accélérer la contraction du cœur et la fréquence cardiaque. Le système nerveux à lui aussi va inhiber le système parasympathique et à ce moment augmenter le tonus du système sympathique pour accélérer la fréquence cardiaque. Donc tout ce système, c'est pour dire qu'en fait, le rôle a son propre système nerveux, mais qui est influencé par le cerveau et aussi la réponse hormonale. Donc le cœur ne peut pas penser par lui-même. Je veux dire par là que c'est le cerveau qui va émettre des connexions, c'est le cerveau du coup qui va le driver, c'est le cerveau qui va driver le cœur. Donc c'est le cerveau qui pense et c'est le cœur qui réagit. Exactement, c'est ça. Donc le cerveau, en fonction des émotions, en fonction de la situation, va faire en sorte, par exemple, comme je l'ai dit, une réaction de fuite où on doit courir. Donc, il faut qu'on ait un débit sanguin suffisant pour courir vite, que les muscles soient oxygénés et un bon débit sanguin pour pouvoir répondre rapidement. Il y a aussi l'attention qui va être en éveil. Donc, tout ça, la décharge d'adrénaline et la régulation du système nerveux va faire qu'on aura un débit cardiaque adapté à la situation. D'accord. Et ce que j'entends par est-ce qu'il a une mémoire, c'est est-ce qu'il a une mémoire pouvant expliquer que certains patients ayant reçu une greffe, par exemple, changent de comportement? Ouais, c'était un sujet très intéressant parce qu'il y a eu certains sujets qui ont été greffés, hein, qui ont rapporté parfois certaines sensations qu'avaient les donneurs. Mais en fait, ou certains souvenirs. Mais en fait, il n'y a pas de lien scientifique pour l'instant clairement établi de ce côté. Donc, je viens d'expliquer le système nerveux du cœur. Ce qu'il faut savoir que l'ensemble des souvenirs et de la mémoire se passent au niveau du cerveau. Et donc, greffer un organe comme le rein ou le cœur, un autre organe, ne veut il n'y a pas de lien scientifique qui explique clairement que les souvenirs ont été emportés avec, vu que ce sont les cellules qui ont été transférées et ce qui reste du donneur, c'est juste son ADN. D'accord.
Quelles sont les maladies cardiaques qui sont dites comme silencieuses, mais qui tuent sans prévenir? Et qu'est-ce qu'elles peuvent vraiment, est-ce qu'elles peuvent vraiment toucher des sujets qui sont des sujets jeunes? Et merci Ayman pour cette question. C'est une question d'ordre de santé publique quand même, parce qu'aujourd'hui on parle beaucoup des maladies chroniques non transmissibles. Des maladies non transmissibles, c'est principalement aujourd'hui, avant, dans notre région subsaharienne et en Afrique, les maladies qui étaient le plus souvent mortelles étaient les maladies infectieuses. Aujourd'hui, au devant du tableau, nous avons les cancers, nous avons surtout aussi, en deuxième position, les maladies cardiovasculaires, avec tout ce qui est AVC, infarctus du myocarde, et parfois l'atteinte des organes cibles liées à ces atteintes vasculaires comme l'insuffisance rénale ou la maladie rénale chronique. Donc, en première place, au niveau cardiovasculaire, vous avez l'hypertension artérielle, hein, qui est le motif le plus fréquent de consultation, hein. Donc, on appelle l'hypertension artérielle le silent killer par les anglo-saxons, parce que le plus souvent, il y a beaucoup de sujets qui sont hypertendus mais non dépistés et qui ne le ressentent pas. Et c'est lors d'examens de routine qu'on va découvrir cette hypertension. Cette hypertension, c'est elle qui peut déclencher derrière, c'est les mal contrôlés très élevés, un accident vasculaire cérébral qui peut être parfois laisser des séquelles lourdes qui peuvent très rapidement emporter la vie, ou qui peuvent derrière aussi entraîner un infarctus du myocarde ou d'autres complications vasculaires et rénales qui peuvent, à moyen, long terme ou à court terme parfois, mettre en jeu le pronostic vital. Donc, donc quand on parle de maladie coronaire ou d'infarctus du myocarde, en fait, ce sont les artères du cœur. D'accord? Donc, autour du cœur, comme on peut le voir ici, vous avez des artères qui vont naître de l'aorte, qui est ce gros vaisseau rouge, et qui vont donner des petits vaisseaux qu'on voit les coloriés en rouge là, qui vont tourner autour du cœur comme une couronne, d'accord? Et qui vont amener du sang au niveau du muscle cardiaque pour le vasculariser, pour qu'il ait ce débit sanguin, pour qu'il ait cet oxygène, pour qu'il ait les différents nutriments qui vont contribuer à son bon fonctionnement, qui est la fonction pompe. Donc, si une de ces artères se retrouve de manière aiguë, ça veut dire un infarctus, ou de manière chronique, c'est-à-dire qu'une de ces artères se serre de manière progressive, donc la région du cœur intéressée par cette artère ne recevra pas assez d'oxygène et de sang, et donc on aura une dysfonction de cette partie du cœur. Si ça se fait de manière chronique, on a une grande chance, en, on va dire, entre guillemets, débouchant cette artère, de récupérer cette partie du cœur. Mais lorsqu'on fait un infarctus du myocarde, c'est plus complexe. Chaque minute compte. C'est pour ça qu'on dit que le temps, c'est du myocarde. Le temps, c'est du myocarde parce que dès qu'une artère est bouchée de manière aiguë, plus le temps passe, plus on perd des cellules et les dégâts sont irréversibles. C'est pour ça que tout sujet qui ressent une douleur thoracique ou abdominale qui n'est pas typique ou qui crée un inconfort doit systématiquement voir son médecin sans trop tarder, Rapidement. et réalisation d'un électrocardiogramme dans les plus brefs délais pour savoir où est-ce qu'on va. Donc, la maladie coronaire aujourd'hui est une question de santé publique, même au Sénégal et partout dans le monde. Une très grande cause de mortalité dans le monde. Et donc, merci de m'avoir posé cette question. Et le premier geste à faire quand on a une douleur thoracique, c'est de faire un électrocardiogramme, aller rapidement voir son médecin. D'accord. Et ça touche tous les sujets, je veux dire, pas même les sujets jeunes, voire même très jeunes. Oui, ça aussi, merci pour cette question parce que on voit aujourd'hui de plus en plus des sujets jeunes qui sont atteints par ces maladies, notamment l'hypertension artérielle. Donc ça peut être dû aussi à notre mode de vie. On devient de plus en plus sédentaire, on est en surpoids, moins d'activité physique, on ne prend pas le temps d'étudier ce qu'il y a dans notre assiette, et donc de bien cuisiner, d'avoir une alimentation saine, avec moins d'aliments transformés. Et les gens sont pressés et s'orientent souvent vers des fast-food. Ou donc tous ces tous ces facteurs, quand vous les mettez ensemble, et la population de plus en plus jeune, surtout les étudiants, sont soumis un peu à ce mode de vie, et vont concourir à la survenue de ces pathologies et de ces complications. Et on voit de plus en plus des sujets jeunes, parfois 20 ans, 19 ans, 25 ans, 30 ans,
40 ans, alors que c'est des pathologies, si vous voulez, avant, qu'on voyait surtout chez les sujets à partir de 55 ans ou 60 ans et plus, parce on était moins exposés à ces facteurs. Et autre chose, en fait, c'est surtout chez les jeunes, ce qu'on a constaté, c'est que le plus souvent aussi à côté, il peut y avoir une maladie héréditaire. Donc, dans la famille, il pouvait y avoir chez le papa, la maman ou les oncles, les tantes ou les frères et sœurs, à un âge jeune déjà, un accident cardiovasculaire comme un AVC, un infarctus. Donc, cela conditionne aussi, ça devient un facteur héréditaire qui est puissant et qui va faire qu'à un âge très tôt, on puisse avoir ces complications. L'autre problème, c'est le tabagisme. Quelqu'un qui est exposé à un tabagisme passif même, ou tabagisme actif surtout, on voit de plus en plus ce facteur de risque qui est important en fait chez les sujets jeunes et qui expose à ces complications de plus en plus tôt. Et malheureusement, la consommation aussi chez les jeunes de cannabis expose à cela, hein, qui est un facteur de risque aussi qui est puissant, et aussi de cocaïne. D'accord. Donc, là, on a parlé des différentes causes, mais comment est-ce qu'on peut prévenir du coup la survenue de ces maladies cardiaques? Donc la prévention, on passe, comme on l'a dit, hein, tout de suite, hein, c'est déjà l'éviction de tout ce qu'on a dit, tout ce qui pourrait déjà être toxique, le tabac, cannabis, la cocaïne, surtout chez les sujets jeunes. Après, si dans la famille, il y a eu heu, déjà des sujets qui ont eu des problèmes cardiovasculaires, donc une probable hérédité, ou comme on dit le plus souvent, on peut retrouver une dyslipidémie familiale, c'est-à-dire que dans la famille, il y a du cholestérol Mmh. et qu'on retrouve chez les plus jeunes aussi. Donc, c'est des choses à prendre en compte très tôt et qu'il faut parfois éviter ou traiter très tôt. Avoir un mode de vie sain, manger régulièrement des fruits et des légumes, faire attention à ce qu'il y a dans notre assiette, prendre le temps de faire une activité physique régulière. Donc, ce qui est recommandé dans l'activité physique régulière, c'est soit 5 fois dans la semaine, faire 30 minutes, donc 150 minutes d'activité physique, même de la marche, hein, ça suffit, hein. Pas besoin d'avoir une activité vraiment intense, juste de la marche, 30 minutes, par semaine, pardon, 150 minutes par semaine réparties en 5 fois ou en 3 fois, donc 50 minutes, 50 minutes. Déjà permet, d'éviter ce facteur de risque, qu'on appelle sédentarité, et limiter le surpoids. Ça permet de limiter aussi le surpoids, et de ce fait, l'activité physique va permettre de mieux réguler le taux de sucre et donc éviter tout ce qui est diabète, réguler aussi l'hypertension artérielle. Et on parle de sport. Quelle est la particularité d'un cœur athlétique? Donc, le cœur de l'athlète est un peu différent du cœur un peu de monsieur tout le monde, qui a une activité modérée dans la semaine. Déjà, un cœur d'athlète, c'est un sujet qui fait de l'activité physique intense depuis au moins 6 mois, 6 à 8 heures par semaine. Et on observe déjà chez ce cœur, au bout de la première semaine, des 3 premières semaines, des modifications déjà morphologiques, comme un ralentissement de la fréquence cardiaque, une augmentation Au repos et au pendant à l'activité. l'effort, voilà, et une augmentation du volume d'éjection systolique, c'est-à-dire que le cœur se remplit mieux. Il faut noter que le cœur du sportif, en fait, ou de l'athlète, il se remplit mieux et il se vide mieux, hein, que le cœur du sédentaire. On a Ça a la particularité. on a un VO2 max qui est plus élevé. Voilà, avec le temps, on a un VO2 max qui devient de plus en plus élevé, et donc ça permet d'améliorer, donc c'est un bon marqueur de l'endurance. Mmh. Il faut voir qu'aussi morphologiquement, le cœur de l'athlète a tendance à se dilater, hein, mais avec des limites bien sûr. Il se dilate de manière harmonieuse pour récupérer plus de sang et pouvoir mieux éjecter. Donc il a une meilleure contractilité parce que aussi les parois du ventricule gauche, comme je l'ai montré ici, c'est ça le ventricule gauche. Donc les parois vont être un peu plus épaissies, un peu plus musclées, mais toujours dans il y a une limite à ne pas dépasser par rapport à ça. Et donc on a un cœur qui se remplit mieux, qui a une meilleure contractilité, qui se contracte mieux, et avec une fréquence cardiaque qui est le plus souvent ralentie, et tout ça en fait, pour dire que ça concourt à avoir un meilleur débit cardiaque chez le sportif. D'accord, et c'est au bout de combien de temps on peut avoir,
justement tous ces côtés positifs? Alors déjà sur le plan fonctionnel, comme j'ai dit, donc c'est tout ce qui est fonctionnement, c'est au bout de 1 à 3 semaines déjà, on commence à avoir les changements. Sur le plan morphologique, c'est au bout de 2 à 6 mois, mais après certains effets régressent à l'arrêt de l'activité ou lorsqu'on diminue l'activité. Pour ça, il faut aussi environ 2 ou 3 à 6 mois. D'accord. Et est-ce qu'il est possible que trop de sport abîme justement le cœur? Donc le sport, c'est quelque chose de bénéfique, hein, pour la santé, mais c'est surtout, les conditions de réalisation du sport. Donc, toujours veiller à être bien hydraté, respecter les échauffements. Heu, pour un certain type de sport, souvent les coachs ou, si c'est des sports de compétition, il y aura un bilan de santé à faire parfois avant. Donc c'est des choses avec des contrôles réguliers, donc c'est des choses à respecter pour dépister des pathologies qui peuvent passer inaperçues. Donc c'est être bien hydraté et essayer de s'entraîner, faire des temps qui ne sont pas trop froids ou trop chauds. Mmh. C'est surtout ça. On a dit que du coup, le cœur peut grossir avec l'entraînement, mais à quel moment ça peut devenir dangereux? Alors là, ça rejoint une pathologie, hein, qu'on entend souvent, hein, la cardiomyopathie hypertrophique. Donc, l'épaisseur déjà du ventricule gauche, ne doit pas aller au-delà, de 11 à 12 millimètres. Parce entre 13 à 15 millimètres, on est dans une zone grise. Au-delà de 15 millimètres, on doute vraiment la survenue de ce qu'on appelle une cardiomyopathie hypertrophique, qui est une pathologie, héréditaire, et qui peut exposer le professionnel ou l'athlète à la survenue, d'événements indésirables lors d'un sport intense, comme, malheureusement des malaises ou une mort subite. Donc, parfois c'est une pathologie qui peut être difficile à évaluer de manière clinique parce que, est-ce que c'est héréditaire ou est-ce que c'est essentiellement l'activité physique qui a entraîné ça? Et vous comprenez tout de suite que toute décision, toute évaluation peut, retentir sur la carrière d'un athlète. Bien sûr. Pourquoi justement certains sportifs, de haut niveau peuvent quand même faire des malaises malgré pourtant leur haut niveau de performance? Oui, tout à fait, hein, les sportifs de haut niveau, hein, peuvent, présenter, quelques malaises ou quelques soucis, hein, lors de l'effort, surtout les efforts intenses. Bon, le plus souvent, c'est dû à il a le plus souvent une cardiopathie sous-jacente, donc qui peuvent être à l'origine de ces malaises et qui étaient jusqu'à là méconnus. Bon, quelques exemples, donc on vient de parler de la cardiomyopathie hypertrophique, hein. Donc, c'est une pathologie où le cœur va être un peu plus musclé ou plus musclé que la normale et qui peut exposer à la survenue de troubles du rythme graves, comme par exemple une fibrillation ventriculaire. Fibrillation ventriculaire, en fait, c'est que le cœur se contracte tellement vite et de manière inefficace que ça simule, que ça entraîne carrément une mort subite. Vous avez d'autres pathologies comme par exemple le syndrome du cuté long, donc qui est aussi une maladie héréditaire et qui peuvent même parfois être à l'origine d'une mort subite du nourrisson. Et c'est des pathologies parfois dans l'âge jeune, hein, jusqu'à l'adolescence où elles sont parfois décryptées. Parfois, il y a des signes, hein, qui surviennent avant, comme des palpitations, des D'accord. syncopes, ou parfois des morts subites récupérées. Heu, et vous avez aussi d'autres pathologies comme la dysplasie arythmogène du ventricule droit, qui est une dégénérescence fibro-adipeuse de la paroi du ventricule droit. Donc, je vous avais montré tout à l'heure le Mmh. ventricule droit et ces pathologies, en fait, il y en a d'autres, hein. Vous avez d'autres pathologies qui se forment durant la vie embryonnaire, comme la persistance de faisceaux accessoires. On parlait du réseau nerveux un peu du cœur. Donc durant la vie embryonnaire, il y a un réseau nerveux qui est là et une partie va évoluer pour laisser place au réseau nerveux que nous avons aujourd'hui chez un adulte, par exemple. Mais parfois, il peut persister un ou quelques-uns de ces faisceaux, qui n'ont pas entièrement régressé avant la naissance et qui, parfois, lorsqu'on a des troubles du rythme importants à l'étage des oreillettes, peuvent se transmettre au niveau des ventricules via ces faisceaux et ne pas prendre la voie normale et cette transmission est tellement rapide
que le cœur devient un cœur battant inefficace et que ça peut être à l'origine d'une mort subite. Et ça, c'est des pathologies. Lorsque vous faites l'échocardiographie, par exemple, c'est faisceau accessoire, où l'échographie du cœur peut être tout à fait normale. Donc, parfois, c'est sur un électrocardiogramme, le plus souvent. C'est pour ça l'électrocardiogramme est très important chez l'athlète, le sportif, qui permet de déceler ces pathologies qu'on vient de citer. Et par exemple, comme cette dernière pathologie de faisceau accessoire peut être traitée par les techniques modernes et le patient peut être définitivement guéri et peut reprendre son activité. Donc parfois certains athlètes, Sans conséquence. sans conséquence, parfois certains athlètes peuvent ressentir certains signes, mais parfois ont peur d'en parler parce qu'ils se disent que ça va mettre en jeu la carrière. Donc moi je pense qu'il est important d'en parler parce que certaines pathologies peuvent directement mettre en jeu le pronostic vital. Et parfois, si on en discute un peu plus tôt avec les personnels de santé ou l'équipe qui encadre des athlètes, ça peut être pris en charge très tôt et ne pas éviter des complications et peut permettre même parfois de continuer une activité sportive. Voilà, donc effectivement, c'est un problème réel qui existe aujourd'hui. Alors, lorsqu'une personne fait un malaise, par exemple, il y a des gestes quand même de premier secours à apporter, il y a un comportement, que l'on doit avoir, qu'on soit professionnel ou non, je veux dire que la société pourrait apporter le temps que les secours viennent, par exemple? Effectivement, je te remercie vraiment pour ce point. Le premier geste qui sauve, c'est que autour de l'athlète ou du pratiquant, n'importe quel pratiquant, ça peut être monsieur tout le monde, qu'il y ait des gens qui sont formés au premier geste de secours, qui sont appelés, massés, défibrillés. Donc appeler les secours. Faire un massage cardiaque, c'est très important tout de suite. Et puis avoir autour de nous, quelque part, soit dans une salle de sport, soit dans un stade, ou dans un gymnase, quel que soit, ou dans les lieux publics, près d'un arrêt de bus ou dans une gare ferroviaire, ou peu importe, un aéroport, en tout cas dans les lieux publics, il faut qu'on ait à disposition partout des défibrillateurs automatiques. C'est une attitude et c'est des choses qu'on peut avoir et qui sont simples à utiliser et qui sauvent une vie. Et vous êtes sûr que lorsque quelqu'un fait une mort subite comme ça et que vous suivez ces étapes, appelez, massez, défibrillez, vous êtes sûr dans 50% des cas, au moins, si ce n'est pas plus, de récupérer le sujet. Et vous améliorez sa survie et vous limitez les séquelles. Parfois, il peut s'en sortir sans séquelles. Et quand vous voyez le plus souvent euh, ce qui s'est passé, on ne va pas citer de nom, mais parfois, il y a eu des athlètes ou des grands joueurs qui ont eu des malaises sur terrain où il y a eu parfois des retards de prise en charge. C'est là où on a eu les plus gros soucis. Et lorsque les délais sont raccourcis et optimisés avec une équipe entraînée, que ce soit les membres du staff ou un passant ou les spectateurs qui tout de suite mettent en œuvre ces gestes, vous pouvez sauver une vie. Et je vous assure que lorsque vous sauvez une vie, vous vous en rappelez toute votre vie. Vous aurez vraiment l'impression d'avoir fait quelque chose de bien. Et comme on dit, lorsque vous sauvez une vie, c'est comme si vous sauvez toute l'humanité. C'est beau. Ouais. Alors là, on va sortir un peu du cadre du coup du sportif, mais est-ce qu'on peut mourir d'un choc émotionnel, comme une mauvaise nouvelle ou une rupture? Oui, ça, c'est un point très fréquent, hein, surtout qu'on voit au quotidien. C'est une affection qui touche surtout les femmes, hein, surtout d'un certain âge, autour de la ménopause ou un peu après. Mais les hommes aussi sont touchés. Donc, suite à un événement comme la perte d'un proche ou une rupture ou un stress physique important, euh, le- les surrénales peuvent décharger énormément de catécholamines. Donc, ces catécholamines, adrénaline, noradrénaline, et des récepteurs au niveau du cœur. Surtout, ici, au niveau de la pointe du cœur, on a ce qu'on appelle les récepteurs bêta-2 adrénergiques qui sont sensibles à ces catécholamines et
lorsqu'elles arrivent, ces catécholamines, en grande quantité, ces récepteurs, lorsqu'ils vont fixer ces catécholamines, vont entraîner en fait une diminution de la contractilité de cette pointe du cœur, hein. Ça peut être ailleurs, mais le plus souvent, c'est à la pointe du cœur. Hem Et ça va entraîner une sidération. Donc ça a suivi un réel infarctus, hein. C'est un infarctus du myocarde à coronaire saine. D'accord? Il y a pas d'artère bouchée. C'est ce qu'on appelle la maladie de Takotsubo, qui a été décrite, dans les années 90, en 1990, et qui fait référence à un outil de pêche des Japonais. Parce que lorsqu'on fait les différentes imageries cardiovasculaires, ça prend la même forme au niveau du cœur. Et donc, au bout, si le patient, consulte très tôt, heu, la mortalité est 4 fois plus faible qu'un réel infarctus. Et lorsque le traitement est tout de suite mis en place, dès la première semaine, le patient commence à récupérer et au bout d'un mois, il peut récupérer une fonction cardiaque qui est normale. On peut avoir un retour à la normale. Donc c'est pour dire, parfois dans la société, on a tendance à négliger. On dit aux gens: «Ouais, tu es trop stressé, il y a rien du tout», alors que les gens décrivent parfois des réelles palpitations ou des réelles douleurs. Donc c'est à prendre en compte et ne rien négliger vraiment. Et dès qu'il y a quelque chose d'inhabituel, il faut consulter. D'accord. Et est-ce que l'hérédité, joue un rôle majeur ou c'est notre hygiène de vie vraiment au quotidien, qui pèse plus lourd sur la balance? Alors, il faut déjà un peu séparer les 2. L'hérédité est un facteur de risque cardiovasculaire qui est indépendant et puissant quand même, c'est-à-dire qu'on ne peut pas agir dessus. Ouais, On l'a hérité, on l'a dans nos gènes, dans notre ADN, on ne peut pas le changer, on va le subir quelque part. Comme on peut ne pas le subir, mais ce qui peut nous aider à ne pas le subir, c'est de faire attention à notre hygiène de vie. Comme on l'a dit, faire attention à ce qu'il y a dans notre assiette, faire une activité physique régulière, respecter quand même un peu son temps de sommeil. gestion du stress. La gestion du stress et des émotions, c'est important. Donc, quand on fait attention à tout ça, donc s'il y a de l'hypertension artérielle traitée, ça très tôt, aller voir un cardiologue ou un généraliste ou un médecin, traiter l'hypertension artérielle, traiter le diabète, traiter le cholestérol quand il y en a. S'il y a du surpoids aussi, essayer de perdre du poids, faire attention à l'obésité abdominale, surtout chez les hommes. C'est un facteur de risque qui est important. Donc tout ça à prendre en compte et lorsqu'on les prend en compte, ça permet, même si on a une autre héréditaire, soit d'éviter qu'il y ait un souci ou vraiment, entre guillemets, de limiter la casse. Ouais, d'être «plus près» entre guillemets. D'être plus près et de mieux, on va dire, encaisser ce qui Ouais. va venir. Et est-ce qu'on peut inverser les dommages cardiaques grâce à l'activité physique ou à l'hygiène de vie? Voilà, quand tu me dis ça, ça me rappelle ce qu'on dit un peu chez nous en cardiologie. Après toute affection cardiovasculaire, que ce soit un infarctus ou autre, le plus souvent, on confie nos patients à des cardiologues spécialisés en réadaptation cardiovasculaire. Donc ça, c'est un point important dans le parcours du patient. Certains patients, parfois, heu, heureusement que la majorité des patients suivent le parcours qu'on leur propose, mais c'est pas toujours le cas. Mais il y a un réel bénéfice à le faire. Certains dommages cardiaques peuvent être irréversibles, mais cette réadaptation cardiovasculaire qui consiste à une éducation thérapeutique, mais aussi refaire du sport, réapprendre au sujet à s'entraîner, et comment il doit garder une activité physique dans le temps, permet d'améliorer la qualité de vie dans le temps, de manière considérable. Puis le rééduquer par rapport à son hygiène de vie, mais aussi de l'accompagner même, on va dire, dans la pratique en soi pour qu'il puisse, le mettre en place du mieux possible et pouvoir le pérenniser. Exactement. Alors, quel est le message le plus important que tu aimerais que les jeunes ou que les familles retiennent aujourd'hui? Alors le message le plus important, c'est déjà, faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette à la maison. Parce que si jamais il y a quelqu'un qui a du cholestérol ou, du diabète à la maison, le diabète de type 2, hein, ce qu'on acquiert avec le temps, Ouais, ou qui est en surpoids par exemple, ou qui a de l'hypertension artérielle. Donc ce qu'il y a dans l'assiette, pour ce patient-là,
est importante parce qu'en fait, tous les membres de la famille, en général, mangent un peu de la même manière. Donc, c'est faire attention à ce qu'il y a dans l'assiette, éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est fait frit à l'huile, tout ce qui est des produits transformés. Et je dis pas changer des plats qu'on a l'habitude de manger, des plats locaux. Continuer à manger nos plats traditionnels, nos plats locaux, mais juste revoir le mode de cuisson, le mode de préparation, Revisiter ça. revisiter la manière de les préparer. Voilà, peut-être c'est ça. Parce que, comme on dit, la cellule de la société, c'est la famille. Si une société est malade, il faut qu'on regarde un peu plus bas pour régler des problèmes. Donc, voilà, c'est essentiellement ça. Et puis faire de l'activité physique régulière. Si tu devais donner un examen à faire absolument pour protéger son cœur, ce serait lequel et ce serait quand? L'examen, c'est un électrocardiogramme. Survenue de palpitations lors d'un effort, ou pas, ou d'une douleur thoracique, fresque thoracique, épigastrique à l'effort ou au repos, heu, ou toute gêne atypique ou un essoufflement qu'on peut avoir, Normal. voilà, consulter son médecin, essayer de faire un électrocardiogramme dans les plus brefs délais, permet de passer à côté permet de ne pas passer à côté d'une, affection qui peut mettre en jeu le pronostic vital. C'est essentiellement ça. En tout cas, merci beaucoup, Doc. Merci beaucoup. J'espère que ces sujets seront suffisamment parlants et permettront de sensibiliser les personnes euh, à l'activité physique, à leur alimentation aussi, et puis au fait que le cœur est un muscle, mais c'est l'un des organes les plus importants qu'on a et qu'on doit aussi en prendre soin. Que le fait de pouvoir améliorer notre cœur, notre condition physique, nous permet de vivre plus longtemps, oui, mais aussi de vivre de façon aussi plus intense et d'avoir une vie qui va être plus, plus saine, quoi. Donc voilà, merci beaucoup en tout cas, Doc. Et merci à toi. Avec plaisir.